Bon dimanche à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui et que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire. On se retrouve comme tous les dimanches, non c'est pas vrai, un dimanche sur deux, pour une nouvelle affaire. On s'envole aujourd'hui direction les États-Unis pour parler d'un tueur en série qui a su faire parler de lui. Si vous avez un petit cœur sensible, peut-être vous abstenir de regarder cette vidéo, mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. Edward Wayne Edwards, né Charles Murray, voit le jour le 14 juin 1933 dans la ville d'Akron, en Ohio. Il vient au monde dans une famille très instable. Ses parents divorcent dès sa naissance et il est élevé par sa mère, dont il assistera tristement au suicide en 1935 alors qu'il était seulement âgé de 2 ans. Son père décide de s'occuper de lui un bref instant après cet incident, mais finira par le placer dans un orphelinat 5 ans plus tard alors qu'Ed est âgé de 7 ans. L'établissement où il est placé se trouve être l'orphelinat de Palmdale en Ohio, qui est dirigé par des bonnes sœurs et où Ed vivra des traumas qui vont le marquer à vie. Dans un livre qu'il écrira des années plus tard, il avouera y avoir été abusé aussi bien physiquement que mentalement, et les bonnes sœurs avaient apparemment pour habitude de le battre à de très nombreuses reprises, ce qui d'après lui contribuera à la personne qu'il deviendra. 8 ans plus tard, alors qu'il est âgé de 15 ans, il est envoyé dans une école de réforme en Pennsylvanie à cause de son comportement qui devient absolument ingérable pour les bonnes sœurs. Ed se rebelle de plus en plus et n'accepte pas l'autorité. On peut pas lui en vouloir pour ça en même temps, c'est un adolescent de 15 ans et à 15 ans, j'étais la même. Mais en plus de cela, il se bagarre de plus en plus souvent et tente à plusieurs reprises de fuguer de l'établissement. Après seulement 2 ans passés dans l'école de réforme, il est renvoyé dans sa ville natale à Akron à l'âge de 17 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à commettre énormément de délits. Il passe ses journées à faire de l'autostop pour se rendre à différents endroits où il commet un nombre incalculable de vols. Il utilise de faux chèques, il cambriole des maisons. Bref, voilà comment Ed occupe ses journées. À l'âge de 18 ans, il décidera de rejoindre les Marines, mais s'en fera renvoyer très rapidement sans les honneurs, dû toujours à son comportement. Il se trouve ensuite de petits jobs juste pour dire de subvenir à ses besoins. Il sera à tour de rôle une fois bricoleur, une fois vendeur d'aspirateurs ou encore responsable de chargement sur les bateaux de marchandises. Malgré le fait qu'il travaille, il continue sa vie de criminel à côté de cela et se fera envoyer en 1952 dans une maison de correction fédérale de Chillicothe en Ohio après avoir usurpé l'identité d'un marin et avoir traversé les États à bord d'une voiture volée. Une fois sa sortie de prison, il ne résiste pas bien longtemps avant de commettre un nouveau cambriolage et se faire arrêter de nouveau. Il est emprisonné à Akron, sa ville natale donc, mais s'échappe de la prison en 1955 en poussant un garde et en partant en courant, tout simplement. Il s'évade donc et continue de parcourir le pays en cambriolant des stations essence lorsqu'il a besoin d'argent. Il est arrêté très peu de temps après dans le Montana après avoir commis une série de vols à main armée et se retrouve derrière les barreaux de nouveau pendant 3 ans supplémentaires dans la prison de Deer Lodge. En juillet 1959, il est libéré de la prison où il se trouvait, mais est immédiatement envoyé à Portland, Ohio, où il est jugé de nouveau pour 2 débraquages à main armée qu'il a commis quelques années auparavant. Suite à quoi, il se retrouve envoyé en prison de nouveau pour un total de 5 ans supplémentaires. Et croyez-le ou non, mais notre très cher Ed a été capable de s'échapper de cette prison de nouveau. Il sera cependant très vite intercepté après avoir déclenché une fausse alarme incendie. C'est à peu près à ce moment-là que la police de l'Ohio découvre les corps d'un jeune couple.
Larry Payton et Beverly Allen avaient tous deux rendez-vous pour aller faire du shopping ensemble le 26 novembre 1960, mais ne se rendront jamais jusqu'au centre commercial. C'est le lendemain matin que leurs corps seront retrouvés. La voiture de Larry fut retrouvée abandonnée à l'entrée d'un parc de Portland, contenant toujours son corps mutilé à l'intérieur. Celui de Beverly, par contre, ne sera découvert que 2 mois plus tard, à 30 km de Portland, dans un ravin. Elle avait été violée et étranglée à mort. Le fait qu'Ed Edwards se trouvait en liberté dans Portland au moment où le crime est survenu, et surtout le fait qu'il ait payé un abonnement à un club de bowling à l'aide d'un chèque au nom de Larry Payton, sema un gros doute auprès des enquêteurs. Ed se vit bien évidemment interrogé et nia en totalité avoir quoi que ce soit à voir dans cette histoire. Ce seront au final 2 autres personnes qui seront incarcérées pour les meurtres de Larry et Beverly. 60 ans plus tard, énormément de personnes sont toujours persuadées qu'Ed était le réel coupable du meurtre, mais aucune preuve n'a été trouvée pour démontrer cela. Le 10 novembre 1961, après une énième évasion de prison, Ed Edwards se retrouve sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Et autant vous dire qu'Ed adorait ça. Il adorait voir son nom cité dans les journaux et se savoir recherché de tous. Il aimait tout simplement avoir l'attention sur lui. Entre-temps, il rencontra une jeune femme nommée Kay qui l'épousera très rapidement et avec qui il aura 3 enfants. En mai 1962, il est de nouveau arrêté et condamné à 16 ans de prison, mais sera très vite relâché en conditionnel en 1967, soit seulement 5 ans plus tard. Bon, ça fait beaucoup de va-et-vient dans les prisons tout ça, j'espère que vous arrivez à suivre, mais pour faire court, il a passé une majeure partie de son temps à se faire arrêter et derrière les barreaux, ou alors en liberté après s'être échappé d'une prison. On est donc maintenant en 1967, Ed vit sa plus belle vie en Ohio avec sa femme Kay et leurs 3 enfants. C'est à ce moment-là qu'il décide de changer de vie complètement et entame une tournée des prisons, à croire que l'endroit lui manquait déjà, où il fait des conférences et parle de son parcours, où il explique qu'il est toujours possible de changer complètement de vie et de devenir quelqu'un de meilleur, même après avoir commis le pire. Il écrit aussi un livre qu'il nommera La métamorphose d'un criminel, la véritable histoire d'Ed Edwards, dans lequel il parle de son parcours, de la vie en prison, de comment repérer un criminel et se protéger de ces dangereuses personnes. Le livre aura un certain succès dès sa sortie. En 1972, Ed Edwards fera une apparition très remarquée dans un jeu à la télévision. Le jeu en question se nomme To Tell the Truth et consiste chaque jour à présenter un personnage différent, en l'occurrence ce jour-là Ed Edwards, ainsi que son passé. 3 candidats se présentent prétendant être cet homme, parmi lesquels le véritable Ed Edwards. Un jury formé de 4 célébrités doit ensuite découvrir qui est le véritable Ed à l'aide de questions et démasquer les 2 imposteurs. Le profil d'Ed qui avait été décrit durant l'émission se trouvait être celui d'un homme ancien criminel et luttant aujourd'hui contre la violence. Mais ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est qu'Ed n'avait pas du tout changé, bien au contraire. Il prétendait être devenu quelqu'un de bien et avoir changé, mais était au fond de lui toujours le même criminel. Il allait même très bientôt passer au niveau supérieur, ne se contentant plus de vol à main armée, mais en commettant des meurtres cette fois-ci. En août 1977, les corps de Billy Lavaco et Judy Straub seront retrouvés dans l'Ohio. Le couple avait été porté disparu depuis quelques jours déjà lorsque la voiture de Billy fut retrouvée abandonnée à l'entrée d'une forêt, le corps des 2 adolescents se trouvant à seulement quelques mètres de là, jeté en pleine forêt. Ils avaient tous les 2 été tués d'une balle en pleine tête et malheureusement aucun indice ne fut retrouvé pour permettre aux officiers de retrouver la trace du coupable. Un témoin se présenta néanmoins quelques jours plus tard au poste de police et déclara avoir vu Denis Lavaco se disputer avec l'un de ses amis le jour de sa disparition. L'ami en question, Danny Busson, avait été mis en garde à vue quelques jours auparavant pour consommation d'alcool sur la voie publique. D'après ses dires, la boisson qu'il tenait entre les mains appartenait en réalité à Billy, qui lui avait demandé de la tenir pour lui.
Mais une fois la police en face d'eux, Billy nia le tout et accusa Denis. Denis se retrouva donc en détention à cause de cela et une fois sa sortie de prison, il affirma haut et fort qu'il aurait sa revanche. Ceci faisait donc de lui le coupable idéal. Il fut donc interrogé par la police à plusieurs reprises et passa plusieurs tests de polygraphe qu'il passa avec succès à chaque fois. Denis fut donc relâché et l'identité du réel coupable resta un mystère durant de longues années. En 1980, Tim Hack et Kelly Drew furent les victimes d'un double homicide à leur tour. Les deux adolescents se trouvaient ce jour-là à un mariage et devaient se rendre chez des amis après la cérémonie. Ils quittèrent donc la réception aux alentours de 23h et prirent la route pour se rendre chez leurs amis comme prévu, mais n'arrivèrent jamais. Après plusieurs jours sans nouvelles de leur part, la police se mit à la recherche du couple et tomba très rapidement sur la voiture de Tim qui avait été abandonnée non loin de là où le mariage avait eu lieu. La voiture contenait toujours toutes les affaires du couple, incluant le portefeuille et la pièce d'identité de Tim, mais aucun signe de lui ou de Kelly. Quelques jours plus tard, les vêtements de Kelly furent retrouvés au bord d'une route à plusieurs kilomètres de là où la voiture avait été découverte et les deux corps des adolescents furent retrouvés à l'entrée d'une forêt. Tim avait été tué d'un coup de couteau dans la poitrine et Kelly étranglée à mort. Aucune arme ni aucun indice ne fut retrouvé sur la scène de crime. Un homme contacta néanmoins la police car il soupçonnait Ed Edwards d'avoir quelque chose à voir là-dedans. Ed se trouvait au même mariage que Kelly et Tim et a été aperçu quittant la cérémonie approximativement au même moment que les deux adolescents. En plus de cela, Ed eut à se rendre à l'hôpital cette fameuse nuit tant son visage avait été lacéré. Il expliqua qu'il ne s'agissait que d'un accident et qu'il était tombé dans des buissons, mais cela semblait tout de même étrange. Il fut donc interrogé et son dossier à l'hôpital fut examiné, mais aucune preuve n'y fut découverte. Il fut donc relâché. Ed Edwards se fit extrêmement discret dans les années 90. La seule chose que l'on sait est qu'il aurait emménagé dans une caravane à la périphérie de Louisville. Mais c'est en 2009, soit 29 ans plus tard, que le meurtre de Tim et de Kelly fit parler de lui à nouveau. Le détective Chad Garcia du département de police de l'Iowa reçoit un appel d'une jeune femme nommée April Edwards. La femme atteste savoir qui a tué Tim Hack et Kelly Drew en 1980 et vouloir rencontrer le détective pour lui en parler de vive voix. April se présente à l'homme comme étant la fille d'Ed Edwards, le fameux bandit qui s'était retrouvé durant plusieurs années sur la liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI. Elle explique que beaucoup des souvenirs de son enfance lui sont remontés ces dernières années et qu'elle se souvient que sa famille déménageait sans arrêt, sans réelle raison valable. Généralement, c'était tout simplement son père qui décidait qu'il était temps de partir et personne n'avait son mot à dire là-dedans. Rien de bien étrange jusque-là, mais elle se souvient aussi que son père était un homme très violent, aussi bien avec elle qu'avec ses frères et sœurs ou même avec sa propre femme. Il avait aussi pour habitude de mentir sans arrêt. April se souvient très bien de ça, elle se souvient qu'elle se posait à l'époque beaucoup de questions sur la raison pour laquelle son père lui mentait, mais avait fini par se dire que c'était peut-être normal, et c'est ça de se poser des questions. Ça n'est qu'en 2009, alors qu'elle est âgée de 40 ans et est devenue mère 3 fois à son tour, qu'April commence à se replonger dans ses souvenirs lointains et à se souvenir de certaines choses. Elle rassembla donc ses frères et sœurs et tous ensemble essayèrent de réunir certains détails de leur père qu'ils avaient peut-être effacés de leurs esprits. Ils se souvenaient tous des nombreux déménagements et de toutes ces fois où leur père les avait réveillés au milieu de la nuit, leur demandant de rassembler leurs affaires avant de prendre la route sans la moindre explication. Les choses commencèrent donc à prendre tout leur sens pour April, qui se mit à vérifier tous les meurtres non élucidés ayant eu lieu dans chacune des villes où la petite famille avait vécu. Elle tomba très rapidement sur celui de Tim et Kelly et vit toutes les photos retraçant les endroits où s'était rendu le couple cette nuit-là. Une image de la maison Concorde, qui se trouvait être l'endroit où le mariage avait eu lieu et où le couple avait été aperçu en vie pour la dernière fois, attira particulièrement son attention.
Elle se souvient alors que son père avait travaillé à cet endroit et il travaillait exactement la nuit où le meurtre a eu lieu. Ce soir-là, il était rentré le visage complètement entaillé, mais n'avait pas voulu donner la moindre explication sur ce qui lui était arrivé. Quelques jours seulement après cela, il demandait à sa famille de rassembler leurs affaires et les Edwards quittaient la ville pour aller s'installer ailleurs. Il n'y avait aucun doute possible pour elle, son père avait quelque chose à voir dans cette affaire. Elle insista donc auprès du détective pour qu'il se rende au domicile d'Ed et qu'il le questionne à nouveau, ce que le détective fit. Ed Edwards était alors âgé de 76 ans et vivait à Louisville dans le Kentucky lorsque Chad Garcia l'interrogea. Il ne prit pas 10 minutes à Edwards avant de tout avouer. Il expliqua en détail absolument tout ce qui s'était passé cette fameuse nuit de 1980 et il ajouta qu'il avait été particulièrement bon pour échapper à la police toutes ces années. Une analyse ADN fut alors réalisée grâce au pantalon de Kelly qui avait été conservé toutes ces années et qui contenait une trace d'ADN qui fut comparée à celle d'Ed et boum, c'était un match parfait. Il faut savoir qu'en 1980, la technologie ne permettait pas encore de réaliser ce type d'analyse. C'est la raison pour laquelle il fallut attendre 2009 pour qu'une analyse soit faite. Ed Edwards fut immédiatement arrêté et lors de son interrogatoire, il avoua de lui-même d'autres meurtres, incluant l'assassinat non élucidé d'un autre couple en 1977 et le meurtre de son propre fils adoptif, Danny Lloyd Glockner. Danny avait été adopté par Ed et sa femme et a vécu au sein de la famille durant plusieurs années, mais en 1996, il fut assassiné et personne ne retrouva jamais la trace du coupable. Ed admit donc de lui-même avoir commis le crime, et cela tout simplement dans le but de récupérer de l'argent des assurances. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Ed a des problèmes de santé assez importants. Il souffre de diabète à un stade très avancé et il est confiné dans un fauteuil roulant avec une bouteille d'oxygène. Il reçoit une peine à perpétuité pour ses crimes en 2010 et se retrouve enfermé dans la prison de Waupun dans le Wisconsin où il est traité pour son diabète et ce jusqu'en mars 2011 où il est reconnu coupable du meurtre de Danny Edwards et fut condamné à la peine de mort par injection létale. Il perdra néanmoins la vie en prison un mois plus tard, soit le 7 avril 2011, de cause naturelle. April Edwards décida de partager son histoire dans les médias. Elle réalisa un podcast et se présenta sur plusieurs plateaux de télé, notamment le show américain très populaire de Tamron Hall, durant lequel elle expliqua que son père avait conduit toute sa famille sur l'une de ces scènes de crime alors qu'elle n'était encore qu'une enfant et ne se doutait de rien du tout. Elle atteste aussi ne regretter à aucun moment de l'avoir dénoncé, mais s'en veut de ne pas l'avoir fait plus tôt, car en réalité, elle soupçonnait son père d'être un tueur en série depuis déjà plusieurs années, mais attendait d'avoir des preuves solides pour pouvoir l'accuser. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. La vie entière d'Ed fut retracée par des professionnels, incluant tous les endroits où il a vécu, ainsi que les dates. Il fut alors découvert qu'Ed Edwards se trouvait au nord de la Californie à chacun des meurtres du tueur du Zodiac à la fin des années 60 et il aurait correspondu très étroitement avec la description du tueur. Pour ceux qui ne le savent pas, le Zodiac est un tueur en série ayant sévi à la fin des années 60, début 70 en Californie et étant responsable d'au moins 5 meurtres prouvés, mais soupçonné de bien plus que cela. Le tueur du Zodiac est appelé ainsi car il avait pour habitude d'envoyer des lettres à la presse contenant des cryptogrammes et des symboles étranges. Un portrait robot du tueur avait circulé énormément à l'époque, mais personne ne fut jamais arrêté pour les crimes. L'identité donc du tueur reste à ce jour toujours un mystère total. Cette affaire a inspiré aussi bien la littérature que l'industrie du cinéma, avec un film que vous connaissez probablement tous, retraçant les faits. Bref, notre très cher Ed est donc en tête de liste des suspects potentiels. Et croyez-moi, la liste est plutôt longue, car au cours des années, ce sera plus d'une centaine de personnes qui furent accusées d'être le Zodiac, mais aucune d'entre elles ne possédait autant de points communs avec le tueur que Ed Edwards. Ces suspicions donnèrent d'ailleurs lieu à la création d'une mini-série de 6 épisodes appelée « C'était lui », les nombreux meurtres d'Ed Edwards.
Dans cette série, un agent du FBI fait la liaison entre Ed Edwards et certains mystères non résolus bien connus. Celui du Zodiac bien évidemment, mais aussi celui du Black Dahlia qui a eu lieu en 1947. Le Black Dahlia est l'affaire d'Elizabeth Shorts, une jeune femme de 22 ans coupée en deux au niveau du bassin et vidée de son sang dans un terrain vague de Los Angeles, le visage mutilé des coins des lèvres jusqu'aux oreilles. Il s'agit d'une affaire bien connue à nouveau qui a elle aussi eu un grand succès dans la littérature et le cinéma. Et voilà pour l'histoire d'Ed Edwards. J'espère avoir pu vous faire découvrir ce cas pour la plupart d'entre vous et maintenant j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez réellement qu'il a pu être effectivement le tueur du Zodiac ou tout simplement responsable de plein d'autres meurtres non élucidés? On ne le saura jamais. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité comme toujours et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!